En 2019, Avengers Endgame est devenu le plus gros succès du box-office dans le monde. Avec un budget de 356 millions de dollars, il est le concentré de toutes les techniques actuelles dans le cinéma, mélangeant prise de vue réelle et animation 3D. Comment en sommes-nous arrivés là ? Le cinéma existe depuis la fin du 19e siècle. On doit cette invention aux frères Lumière, mais aussi à Thomas Edison qui a influencé cette arrivée dans la société. Le premier film de l'histoire du cinéma a été créé par les frères Lumière à la gare de La Ciotat en 1895. Regardons ça plus en détail. Nous verrons comment le cinéma a évolué des années 1900 aux années 2000. Nous allons d'abord traiter les techniques du noir et blanc et de la couleur, puis nous verrons le cinéma muet et le cinéma parlant, enfin nous verrons le cinéma sur pellicule et le passage au numérique. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Bonjour Jack. Dans l'histoire du cinéma, le premier dispositif permettant d'enregistrer des films fut le kinétographe créé par Edison en 1888. Le modèle le plus abouti du kinétographe fut le cinématographe en 1894, une invention française par les frères Lumière en association avec un ingénieur, Jules Carpentier. Le cinématographe repose sur un mécanisme lancé par une manivelle. En faisant tourner cette manivelle, dedans entraîne une pellicule. Celle-ci est marquée par la lumière afin de photographier chaque instant. En photographiant 18 images par seconde, le cinématographe arrive à enregistrer un mouvement. La pellicule datant seulement de 1888, cette technologie ne permettait alors que de filmer en noir et blanc. Nous expliquerons le système du cinématographe et du kinétographe plus tard dans l'exposé. La couleur ne s'est pas démocratisée immédiatement après son arrivée. C'est pourquoi un grand nombre de films durant la première moitié du XXe siècle sont en noir et blanc, mais aussi pour des questions de budget. On peut citer comme célèbre film en noir et blanc Metropolis. Sorti en 1927, c'est un film de Fritz Lang et c'est le premier film de science-fiction. C'est une prouesse technique pour l'époque avec quelques effets spéciaux. Si le film n'a pas été un franc succès à l'époque, il a inspiré bien d'autres réalisateurs. Ensuite, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, datant de 1957, est un film à portée philosophique qui reproduit un huis clos entre 12 jurés qui doivent décider du sort d'un jeune homme accusé du meurtre de son père. On peut noter que, même après le passage à la couleur, certains réalisateurs ont fait le choix de tourner leurs films en noir et blanc. Par exemple, Elephant Man de David Lynch. Ce film est sorti en 1980 et la technique du noir et blanc a été utilisée pour accentuer le côté dramatique mais aussi pour crédibiliser le maquillage impressionnant du personnage d'Elephant Man qui est joué par John Hurt. Pour The Artist en 2011, Michel Hazanavicius a fait le choix du noir et blanc pour être plus en cohérence avec l'époque mise en scène dans le film. La couleur a toujours fait partie du cinéma. En 1895, dès l'arrivée des premiers films en noir et blanc, certains réalisateurs ont voulu commercialiser leurs films sur un autre marché, celui des films en couleur. Personne n'ayant encore créé de dispositif pour cela, les premiers films en couleur n'étaient autres que des pellicules de films noirs et blancs peints en couleur pour les vendre à une classe plus aisée, plus chère. Georges Méliès fait partie des premiers à expérimenter cette technique. Pour les tournages de ses films, ils adaptaient parfois les décors et les tenues dans une teinte de gris plus ou moins foncée pour que le coloriage soit plus simple. Ouvrent alors des ateliers de coloris comme le fameux atelier d'Élisabeth Thuillier, ancienne coloriste de Porce de Verre avec ses 200 ouvrières. Quelque temps après, Pathé ouvrira son atelier Pathé Color avec des pochoirs et des reproductions mécaniques qui leur permettaient de réaliser beaucoup plus de pellicules colorées. Il existe aussi d'autres méthodes moins onéreuses comme le teintage et le virage qui agissent sur les couleurs sombres ou claires seulement. Mais c'est aussi une technique plus chimique. Le Kinemacolor est un ajout de filtres orangés ou bleu-vert. Et aussi le chronochrome qui enregistre simultanément 3 images avec des filtres rouge, bleu et vert. Cette méthode efficace mais qui ne rendait pas de belles couleurs sera améliorée dans le futur. En 1901 est réalisé le premier court-métrage en bichrome. Il fut réalisé par Edward Turner qui filme des enfants en train de jouer et un défilé militaire. Le bichrome est l'enregistrement d'une vidéo avec 2 négatifs, un rouge et un vert. Le résultat n'étant pas assez satisfaisant, quelques années après, Albert Camus met au point la première caméra qui permet de filmer tout en couleur, la Technicolor Chrome. Elle gère 3 négatifs noirs et blancs à la fois en les synchronisant parfaitement. L'un des négatifs est sensible au rouge, un autre au vert et le dernier au bleu. Puis il suffisait de superposer les 3 images. Voici une vidéo qui vous explique le fonctionnement de celle-ci. En effet, de grosses caméras déroulaient simultanément 3 pellicules noires et blanc, chacune impressionnée à travers un filtre rouge, vert et bleu, tous 3 contenus à la base de l'objectif. Le tirage donnait 3 positifs teintés selon la dominante de chaque couleur primaire, qui étaient colorisés puis couchés successivement sur une pellicule transparente pour y déposer leur empreinte. Albert Camus vend son invention à Walt Disney,
qui sont les seuls à pouvoir l'acheter et à croire en ce projet. Ils ne s'étaient pas montrés intéressés par le procédé précédent, le bichrome, mais ils ont eu l'intuition que la nouvelle version serait meilleure et dépasserait tout ce qui a été fait auparavant. Disney signe alors une exclusivité de 5 ans qui déplaît aux concurrents, qui eux aussi veulent avoir une part sur ce marché grandissant. L'exclusivité est alors réduite à 1 an après une forte pression de la concurrence. Le premier film que Walt Disney tournera sera un test pour un futur long métrage, Blanche-Neige et les 7 nains, réalisé ensuite en 1937. Il laissera la responsabilité à Silly Symphony de réaliser ce test. Silly Symphony étant un studio de Disney, réalisant dans un premier temps des tests, puis des courts-métrages par la suite. Ce test et premier film en couleur sera Des arbres et des fleurs, réalisé en 1932. Je vous laisse regarder un petit extrait si vous voulez voir la suite. Ce film est sur YouTube et dure 7 minutes. Un film où le studio s'est amusé à donner vie à tous les éléments de la nature. Becky Sharp est le premier long métrage en prise de vue réelle, tourné en Technichrome. C'est un film américain réalisé par Rouben Manoukian en 1935, un petit peu après l'arrivée du son au cinéma que nous allons voir dans la prochaine partie. Le cinéma muet définit des scènes enregistrées avec l'absence de dialogue, sur disque ou pellicule qui permettaient leur transport dans une salle de visionnage. Ce genre de film en anglais s'appelle silent film. Avant les dialogues, les plans et les cadrages étaient très importants dans le cinéma, pour raconter l'histoire. Par exemple, pour la première apparition du méchant, comme dans Le vampire Nosferatu, on cadre le méchant en contre-plongée pour un sentiment d'infériorité face au sujet. On le place au centre du plan, puis il n'y a plus qu'à déguiser l'acteur et rajouter lors de la projection une musique angoissante. Vers la fin du XIXe siècle, on organise des projections de films toujours muets à cette époque, mais pour souligner l'ambiance et expliquer les non-dits, on ajoute des bruits comme des sons de cloche ou des coups de marteau. Avec ces bruitages, on ajoute aussi une bande son improvisée par un pianiste durant la projection, toujours pour souligner l'ambiance et l'intrigue, mais aussi pour couvrir les bruits de l'appareil de visionnage. Je vous laisse visionner une vidéo sur le métier de bruitage à notre époque pour comprendre. Un avion atterrit, tu peux faire comme matière de journal. Tu peux faire aussi jeter un seau d'eau. Quand tu pars du principe qu'un brick et bic et un zippo c'est pas le même bruit, tu peux imaginer tout ce que je peux avoir dans mes affaires. Les pas dans le sable, ça fait pas de bruit, donc nous on refait des pas. On est des gros tricheurs en fin de compte. Vous créez des bruits là où en principe Exactement. on n'entend pas beaucoup. Exactement, c'est ça. Oui. On refait des portes, les attaques, même s'il n'y a pas une porte off, on peut la faire. Et ça, c'est le travail de Patrick qui joue avec des micros différents qui permet de faire des reliefs, quoi. On crée du relief, on fait un tiramisu de son. On rajoute des présences, des pas, des effets, et le tout fait une couche sonore, plus le monteur son et la musique. Avant l'arrivée du cinéma parlant, on utilisait des intertitres appelés aussi des cartons. Ces intertitres étaient utilisés avant ou après une scène pour faciliter la compréhension, par exemple avec un dialogue important, une précision sur la date ou sur le lieu. Le titre et le the end d'un film est aussi considéré comme un intertitre. Certains seront même encadrés ou avec une police différente. Peu de temps après apparaîtra le bonimenteur. Cette personne accompagnera le bruiteur et le pianiste durant la séance de visionnage en lisant ou en improvisant les intertitres. Ce même métier au Japon se nomme le benshi. À la différence du bonimenteur, le benshi commente les scènes comme un narrateur. Cette pratique fut très répandue au Japon et la qualité d'un film se faisait à la notoriété du benshi. Celui-ci pouvait improviser plusieurs histoires différentes sur une même pellicule. Aujourd'hui, les intertitres sont encore utilisés dans la plupart des films pour annoncer le lieu ou la date, comme ceux que vous pouvez voir à l'écran, à savoir la première cérémonie des Oscars a eu lieu en 1929, avec le premier et dernier prix décerné pour le meilleur intertitre. Malheureusement, ce prix disparaîtra l'année suivante à cause de l'apparition du cinéma parlant. Cet Oscar du meilleur intertitre aura seulement été décerné à Joseph Farnham. Le cinéma parlant ou sonore arrive dans les années 1926-1927. En 1926, le son était enregistré sur disque par procédé Vitaphone par la Warner Bros. Le graveur de disque et la caméra avaient chacun un moteur qui tournait à la même vitesse constante, ce qui permettait la synchronisation du son et de l'image. C'est la Fox Film Corporation qui reprend en 1927 le principe d'enregistrement photographique du son sur pellicule qu'avait imaginé antérieurement Lee De Forest. La Fox dépose ce procédé sous l'appellation Movietone. En 1926, la Warner Bros. Produit un film de 10 minutes, A Plantation Act, où Al Jolson chante 3 chansons.
À la fin de la première, il regarde droit devant la caméra et se met à parler. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. La même année donc, avec le même acteur, Warner Bros produit Le Chanteur de Jazz qui connaît un grand succès, et qui est considéré vraiment comme le premier film parlant. Le premier film utilisant le procédé Movietone est L'Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1927. En effet, dans les premières années, l'introduction du cinéma parlant pose des problèmes aussi bien esthétiques que commerciaux et techniques. À partir de là, deux écoles se créent, ceux qui préfèrent rester en film muet et ceux qui passent au parlant. En 1935, on parle d'une généralisation du parlant, et c'est là que commencent à se développer les différents effets sonores, comme par exemple dans Le Dictateur de Charlie Chaplin. Approximately 1 minute to 12. Strange. La post-synchronisation est une technique permettant de réenregistrer en studio le dialogue ou la voix off d'une œuvre audiovisuelle, dans la même langue et les mêmes conditions que lors du tournage et avec le même comédien. Elle permet aussi d'ajouter des bribes de dialogue qui n'existaient pas au tournage, soit par des fausses synchronisations, soit quand le comédien apparaît de dos ou sort du champ de l'image. Jacques Tati réalise entièrement ses films en post-synchronisation. Composée avec un soin et une minutie extrême, la bande-son parvient par la précision de chaque élément à donner l'impression de magma dans lequel les personnages s'agitent et se débattent. Le fait est que l'on reconnaît immédiatement un film de Tati en écoutant la bande-son sans les images. Le son direct est pratiqué depuis les années 1930, mais il nécessite un matériel encombrant et lourd qui freine les tournages en extérieur. Les Nagra, enregistreurs portatifs, apparaissent en 1951, mais ils ne sont pas synchronisés avec les caméras avant 1962. Il faut attendre Le Jolimet, tourné par Pierre Lhomme et Chris Marker en 1962 pour avoir un son direct léger et synchrone. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là ça va. Moi ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre. C'est ça. Et que les gosses soient en bonne santé, ça j'y vois. Parce que quand les gosses sont en bonne santé, on sait même pas qu'on a la santé. Alors là je me fais pas attention. Parce qu'à compte d'une seule chose, c'est le pognon dans la caisse. Le magnétophone et la caméra sont reliés par un câble qui assure la synchronisation. À partir de cette date, les documentaires et de plus en plus de fiction utilisent le son direct. Aujourd'hui, la plupart des films mélangent son direct, c'est-à-dire pris au moment du tournage, et post-synchronisation. Pour les dialogues, on essaye au maximum de garder ceux pris sur le tournage pour garder l'intensité du jeu des acteurs. La plupart des bruitages sont quant à eux produits ou reproduits par des bruiteurs en auditorium, sont des armes, des objets déplacés de chaque élément qui doit être repéré à l'oreille. La musique est généralement ajoutée à la fin. Le mixeur rééquilibre ensuite l'ensemble des pistes son, dialogue, bruitage, ambiance et musique. Certains films sortent du lot avec leur bande-son, comme par exemple Il faut sauver le soldat Ryan, sorti en 1998. C'est un film de guerre épique qui a remporté 2 Academy Awards pour le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore. Spielberg a dit au célèbre ingénieur sonore Gary Ridstrom qu'il ne voulait pas un son Hollywood. Et le résultat est l'un des films de guerre parmi les plus réalistes de toute l'histoire du cinéma. Le premier film connu de l'histoire est l'œuvre de Louis-Aimé Le Prince et remonte à 1888. Ce film est dur à trouver en intégralité, mais j'ai pu trouver un court extrait de la scène avec l'accordéoniste. Ce film fut réalisé grâce à la découverte de l'américain John Carbutt, qui invente le celluloïd, un support souple et transparent en nitrate de cellulose. Il les réalise en bandes de 70 mm de large sans perforation. Elles sont commercialisées par l'industriel George Eastman. Ce sont les premières pellicules permettant de capturer une image afin de pouvoir la visionner dans un appareil. Les premiers films enregistrés avec cette pellicule ne pouvaient enregistrer que 18 images par seconde. N'étant pas assez rapide, on augmentera de 18 à 24 images par seconde. Il agrandira aussi le format des bandes car bien trop souvent la prise de vue du cadre n'était pas assez grande. Louis et Auguste Lumière des Frères Lumière synthétisent les inventions de leurs prédécesseurs comme Mark Ladanowski et son frère Eugène avec le bioscope, et à New York Woodville Latham avec son neidoloscope. Les Frères Lumière fabriquent le cinématographe accompagné de l'ingénieur parisien Jules Carpentier, un appareil capable d'enregistrer des images photographiques en mouvement sur un film et de les restituer en projection.
En revanche, le nom cinématographe appartenait à Léon Bouly, en 1892 qu'il l'avait déposé pour protéger ses appareils, dont 2 sont conservés au musée des Arts, mais leur bon fonctionnement ne fut jamais prouvé par la presse ou les scientifiques qui n'attestent de l'existence d'une quelconque projection effectuée par l'inventeur, qui n'aurait pourtant pas manqué d'attirer l'attention. Ne repayant pas les redevances du nom en 1894, le nom devint disponible pour les frères Lumière. Auparavant, Léon Bouly avait déjà déposé un brevet pour avoir construit des appareils de chronophotographie, qui est un appareil réversible de photographie et d'optique pour l'analyse et la synthèse des mouvements, soit une technique photographique permettant de décomposer chronologiquement la phase d'un mouvement ou d'un phénomène physique. L'idée du cinématographe est venue aux frères Lumière après la découverte du kinétoscope de Thomas Edison, par leur père qui leur conseille alors d'imaginer un appareil concurrent intégrant également la projection sur écran. Le kinétoscope est le plus grand dispositif de l'histoire du cinéma destiné à visualiser une œuvre photographique donnant l'illusion du mouvement. Le kinétoscope est un appareil de visionnage toujours accompagné d'un kinétographe pour enregistrer la vidéo. Mais quelle est la différence entre les deux appareils ? Le kinétoscope entraîne la pellicule dans un mouvement intermittent provoqué par une roue arrochée actionnant un débiteur denté. Le cinématographe comporte pour sa part un système d'entraînement intermittent à griffe actionné par une came. Ces 2 appareils permettent d'immobiliser un bref instant chaque futur photogramme derrière l'objectif de la caméra ou devant la fenêtre de la projection ou de visionnement. Louis Lumière et Jules Carpentier ont eu l'idée de rendre réglable la durée d'obturation et celle de l'exposition à la lumière par un obturateur rotatif dont les secteurs peuvent être agrandis ou diminués avant de tourner, ce qui permet de filmer quand le soleil est puissant. Les objectifs ne comportant pas encore le diaphragme pour jauger la quantité de lumière, le kinétoscope d'Edison ne possède pas cette particularité très intéressante qui permet de filmer à n'importe quelle saison. La première projection des frères Lumière aura lieu le 28 décembre 1895 lors du Salon indien dans le sous-sol du Grand Café à Paris. La projection est payante et 33 personnes ont payé pour y assister. Ils passeront plusieurs courts-métrages dont les plus connus La sortie des usines Lumière, L'arroseur arrosé et Entrée en gare du train de La Ciotat. Le cinéma numérique est arrivé avec la révolution numérique. Quasiment toutes les salles se sont équipées en numérique pour projeter des films. Au 3 mai 2016, 98,2% des écrans du parc mondial sont équipés en cinéma numérique. Et un nombre toujours grandissant d'œuvres sont tournées en numérique. Ce qui change par rapport à la pellicule, c'est qu'il n'y a plus de support physique. La caméra est maintenant un ordinateur spécialisé. Le principe est toujours le même, on enregistre 24 images par seconde, sauf que cette fois, les images ne sont pas impressionnées sur de la pellicule, support physique, mais enregistrées dans un disque dur, support virtuel. Pour faire le lien avec le son, à partir de 1990, plusieurs marques proposent un système numérique complet depuis l'enregistrement jusqu'à la diffusion en salle. Le numérique permet une compression du son enregistré, puis une décompression à la diffusion, rendant possible le stockage d'un grand nombre d'informations. De plus, il permet un rendu enveloppant les spectateurs dans la salle et de nouveaux types de sons peuvent être amplifiés. L'épisode 1 de Star Wars de 2001 a été produit partiellement en numérique. George Lucas a alors convaincu le métier de passer au numérique. Le premier film totalement en numérique date également de 2001, du réalisateur Jean-Christophe Comard dit Pitoff. Le film s'appelle Vidocq. Le 7e art est un art qui connaît une ascension fulgurante depuis la fin du XIXe siècle. Le cinéma est un art qui ne cesse d'évoluer. Dans cet exposé, nous avons pu voir son avancée, comme l'arrivée de la couleur, du son et des nouvelles plateformes d'enregistrement et de visionnage. Aujourd'hui encore, il continue d'innover avec la réalité virtuelle prévue et déjà essayée dans plusieurs cinémas. On est immergé dans l'univers du film, avec les films interactifs aussi, où l'on décide du sort du personnage grâce à une application, où plusieurs fins sont possibles pour inciter le spectateur à revenir choisir une nouvelle suite. Le cinéma n'a pas encore trouvé de limite à ces innovations. Notre exposé sur les avancées du cinéma se termine donc avec ces restantes innovations. Si vous avez des questions sur notre exposé, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Merci de nous avoir écoutés.